Donc le roi Nasubi Oikoro, je sais pas exactement le combienième roi de la lignée de Kakin, des Oikoro en tout cas, sachant que Kakin c'est le nouveau nom de l'Empire, alors qu'avant c'était normalement, si je ne me trompe pas, Oikoro, donc comme le nom de la lignée royale, sauf si la lignée royale a changé entre temps, mais a priori c'était Oikoro. Si on revient un petit peu en arrière, on a eu il y a une trentaine d'années, si je ne m'abuse, ce qu'ils appelaient la révolution silencieuse, la révolution la plus silencieuse de l'histoire, un truc comme ça, de Shinrin Khan. Bon, c'est pas expliqué, mais c'est potentiellement le nom de la capitale de l'Empire. Et ça, comme ça s'est passé il y a une trentaine d'années, on peut logiquement se dire que ça se passait à peu près au moment où, alors soit quand il est devenu roi, soit au moment de peut-être de la guerre de succession de l'époque, auquel il a gagné, quoi, à laquelle il a pu, avec ça, il a pu obtenir le titre de roi, puisque je suppose que c'est un petit peu de cette manière-là qu'il a obtenu sa bête spirituelle protectrice. C'est la même histoire que les princes actuels, donc avec tout ce qui est au niveau de l'urne, la cérémonie de l'urne, etc. Il a une bête spirituelle protectrice qu'on ne connaît pas, enfin on ne connaît pas le pouvoir encore. Et au moment de la fameuse révolution silencieuse, qui a peut-être d'ailleurs à voir avec justement la bête gardienne, si ça se trouve. Bon, je dis ça comme ça. Ils ont fait, ils ont fait tout un micmac pour que le pays change de nom, change de système politique, etc. Et que, du coup, les traités ne soient pas tous signés. Enfin, en gros, ils ont fait un peu semblant d'oublier pour que voilà, maintenant il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau politique à partir du chapitre 340, toutes les histoires avec le V5, donc c'est pour ça que le V5 a été forcé d'intégrer Kakin pour faire le V6. Voilà. Donc le roi Nasubi avec ses 8 épouses. D'ailleurs, le fait que la bête spirituelle protectrice du roi, quand même, elle en ressemble. Bon, c'est un truc, c'est un petit peu horrible son truc, mais ça ressemble quand même à des poitrines de femmes, etc. Ça peut traduire un petit peu son côté, justement, avoir plein de femmes, etc., plein d'enfants. Ou peut-être que voilà, la bête de naine a un pouvoir en fonction du nombre d'enfants, je sais pas, ou le nombre de femmes, peut-être, potentiellement. Et du coup, en gros, il n'y a pas grand-chose autour de ce personnage-là dans l'arc actuel, à part l'histoire des cercueils. Donc en gros, c'est un personnage il a mis en place la guerre de succession, maintenant il s'en fout un peu. Et de toute façon, il a l'air d'être relativement intouchable. Puisque quand Arkenberg est arrivé, il lui a tiré dessus, ça lui a rien fait. La balle s'est arrêtée. Alors il y a deux choix. Soit la balle s'est arrêtée du fait qu'il est invincible pendant la durée de la guerre de succession, ce qui est possible qu'il soit invincible tant qu'il n'y a pas de nouveau roi. À partir du moment où il y a un nouveau roi, peut-être qu'il n'est plus invincible, ou qu'il meurt. Voilà. Ou soit que en fait c'est sa bête de naine qui a arrêté la balle un petit peu comme l'avait fait justement la bête de naine de Arkenberg qui a arrêté la balle. Mais si dans l'idée, si il est invincible, souvent ce qu'on voit avec les naines d'invincibilité, c'est tout le temps d'ailleurs, c'est que l'invincibilité d'un côté, t'as forcément la contrepartie de c'est un pouvoir qui ne peut pas détruire, qui ne peut pas tuer, etc. Parce que sinon c'est un petit peu exagéré, en fait, c'est des conditions, quoi. C'est ok, t'es invincible, mais toi t'as une défense parfaite, mais tu peux pas attaquer, en gros.
C'est ce qu'on a vu, les bêtes de naine comme celle de Knuckle, etc., Podclean, qui résiste à un tir de Meruem à pleine puissance, qui n'a absolument aucune égratignure, donc c'est que on est sur invincible, entre guillemets. On suppose que c'est invincible, mais en même temps, le pouvoir de Knuckle, je veux dire, Podclean est inoffensif. Il est agaçant, mais inoffensif. Un petit peu aussi comme Yoko Tani, qu'on a vu là, des membres de la famille Ei, qui a un pouvoir qui va bloquer ses adversaires, ou qui va pas les frapper. Les robots, etc. On en reparlera, mais voilà. Donc, dans l'idée, s'il est invincible, je pense que c'est que pendant la durée des 2 mois sur le bateau, ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'il est un peu tranquille. Alors peut-être que sa bête de naine lui permet de faire autre chose, qui est possible aussi, mais en attendant, il est un peu tranquille, et puis il attend que ça se passe. Effectivement, on l'a vu avec son majordome Nogui, aller dans cette salle avec plein de cercueils, et un cercueil au milieu. Un genre de container, un truc un peu technologique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça ? C'est un peu surprenant cette histoire. C'est-à-dire que tout le monde l'a remarqué dès le départ, mais il y a 14 cercueils, alors qu'il y a 14 princes. Alors, on le voit poser le corps de... ça y est, j'ai perdu son nom, Momodze, dans l'un des cercueils, et à ce moment-là, on voit qu'il y en a 14, donc il y a plusieurs théories. Au moment où il pose le corps, il y a une petite flamme qui jaillit, et on peut supposer que c'est une flamme de naine. Alors c'est difficile à se rendre compte comme ça quand on est... justement, si on avait un animé, peut-être qu'on le verrait, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que, que Togashi a expliqué à ceux qui font l'animé pourquoi c'est une flamme de naine et pas une flamme tout court. Bref, si on suppose que c'est une flamme de naine, ça veut dire que ça active un mécanisme de naine. La logique voudrait que 14 personnes se mettent, 14 personnes mortes, soit dans les cercueils, et que ça vienne alimenter, alors soit une machine, mais potentiellement plutôt viennent renforcer la personne qui serait au milieu. Le container, par rapport au cercueil, lui, c'est un cylindre un petit peu comme ça, donc il est vertical, donc potentiellement plutôt pour une personne vivante. Donc on serait sur une machine alimentée par du naine post-mortem, et encore une fois, pour moi, ça a forcément à voir avec la guerre de succession, et comme l'histoire de l'invincibilité du roi, je pense que il ne peut y avoir que des membres de la famille royale actuellement en conflit. Donc les 14, il y a plusieurs choix, mais en gros 14 c'est soit les 14 princes, soit 13 princes plus le roi, qui mourrait, peut-être aussi pour ça qu'il serait invincible pendant toute la durée, c'est qu'il meurt à la fin. Ce qui est une contrepartie logique, c'est genre il meurt à la fin. En gros, on peut estimer qu'il arrive, il fait son discours d'arrivée sur le nouveau continent, il est considéré comme un héros, et il dit je laisse ma place à tel fils, telle fille, et puis derrière il se retire et puis il meurt. Mais le truc c'est que du coup, s'il fait ça, ou alors c'est un enregistrement, mais s'il fait ça, il faut retourner dans le bateau pour mettre en place la cérémonie. Bref. Ou alors, évidemment, ça pourrait être les 14 princes. Donc, sauf que dans ce cas-là, les 14 princes, ça veut dire que le roi, c'est moi, j'ai tout planifié depuis le début, la mort de tous mes enfants pour me renforcer moi, pour avoir, je sais pas, la vie éternelle, un truc comme ça. Pourquoi pas ? C'est pas le truc le plus intéressant du monde, je trouve, mais bon, ça dépend de Togashi, comment il veut voir les choses. Le truc, c'est que je pourrais me dire ok, si ça a une vraie influence sur la suite, mais pour moi c'est plus intéressant qu'un des
prince. En gros, parce que ça veut dire que, genre, la guerre de succession a aucun intérêt. Ce qui m'embête un peu. Ce qui veut dire, voilà, que à la fin, de toute façon, il a tout prévu. En plus, il est invincible. C'est un peu exagéré au niveau de du scénario. En gros, il a le scénario pour lui, quoi. Là où ça pourrait être intéressant, c'est que ce soit une option que si ces 14 princes meurent, tous, alors il récupérera leur puissance, peut-être. Peut-être aussi que seulement un certain nombre de cercueils seront alimentés, qu'il en a fait 14, parce que c'est tout, il y en a 14, et potentiellement, voilà, si les 14 meurent à cause d'un je sais pas, à la fin, il y en a 2 qui s'entretuent, et ben oui, là, dans ce cas-là, autant qu'à faire, utiliser ce pouvoir acquis pour donner toute la puissance à l'actuel roi. Mais ça veut dire aussi que le roi n'aura plus d'héritier. Ce qui n'est pas forcément bien, surtout pour l'expliquer après à la population. Pas forcément très pratique. On va dire, c'est pas terrible. Je suis pas sûr que de ce qu'on a vu avec ce prince-là, enfin ce roi-là, je suis pas sûr qu'on aille sur ce terrain. Il a l'air quand même d'être assez, enfin, pas bienveillant, parce que c'est quand même horrible de faire s'entretuer les enfants, etc. Mais plutôt, il a envie de faire perdurer sa lignée. C'est un petit peu le reflet du visuel de sa bête de naine, je pense. Il a envie que son règne, voilà, enfin que Kakin continue de grandir et avoir quelqu'un de puissant pour la suite. Bah, c'est toujours plus intéressant. Bah, je pense que lui a fait sa vie, il a fait sa... donc pour moi, si comme il veut, il aura le statut de conquérant du Dark, enfin du continent. C'est pas vraiment le Dark Continent, mais du nouveau continent, le statut de héros historique, bon, ça lui suffit, quoi. Et donc dans cette salle, la salle des cercueils, ou je sais pas comment on peut l'appeler, il y a quand même des choses un peu surprenantes sur les murs, des genres de... c'est difficile à dire, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on avait à l'entrée de Great Island. Je vais la sortie aussi certainement, mais en gros, quand Gon arrive, on voit c'est des motifs, si vous voulez, qui peuvent ressembler un petit peu à ceux qu'on voit dans cette salle des cercueils. Donc ça pourrait, un peu comme les sigles divins, on aurait une pièce qui permettrait d'utiliser le naine de façon plus optimale, ou j'en sais rien, ou ce serait peut-être du code de naine, un truc comme ça. Mais donc ça veut dire que c'est un truc qui n'existait pas avant dans les anciennes... parce que ça a l'air quand même une technologie assez récente dans les anciennes guerres de succession. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez récent et d'un truc qui est fait uniquement pour cette guerre de succession spécifique. Avant peut-être que les guerres de succession se passaient vraiment dans tout un territoire ou sur toute une ville ou un truc comme ça. Donc là le fait que ce soit bien ciblé dans le bateau, puisqu'on voit que on peut pas, enfin les princes peuvent pas sortir sans se faire tuer par un naine extérieur, on va dire, qui est probablement le naine issu de la guerre de succession. Tout le bateau est l'aire de jeu, et justement c'est un peu comme je disais, la fin sera déterminée le jour de l'arrivée, et entre-temps le roi serait invincible a priori. Donc je voulais revenir sur une théorie que j'avais déjà entendue, etc., mais qui m'intéresse. Ça reste juste une vision de l'arc. C'est que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de naines post-mortem. Les naines post-mortem sont un peu à l'honneur dans cet arc-là, ce qui me paraît pas illogique, parce que c'est un petit peu... ça va être la foire à tous les types de situations de naines invraisemblables dans le bateau. Togashi va s'en donner à cœur joie. Et c'est peut-être plus compliqué à mettre en place des naines post-mortem de ce type-là dans un Dark Continent où en fait ce serait surtout des monstres, des plantes ou des trucs comme ça qui seraient les ennemis.
Là, on est humain contre humain, et du coup, oui, ça peut bien marcher. Alors, peut-être que dans le Dark Continent, il y a des naines post-mortem de groupes, ou j'en sais rien, qui existent depuis des centaines d'années, par des anciens humains. Bon, on verra à ce moment-là. Mais actuellement, c'est des trucs... ce que je veux dire, c'est que les naines post-mortem, on n'en a jamais eu autant que maintenant. Avant ça, on savait que ça existait, on savait qu'il y avait des exorcistes de naines, des effaceurs de naines qui pouvaient... Enfin, il y en avait à moins de 5 qui pouvaient effacer des naines post-mortem. On avait vu Pytho, on avait vu 2-3, mais sans plus, et là, ça enchaîne. On a le deuxième prince Camilla, on a la fille qui revient d'entre les morts, là, de chez la famille Chou. On en a plusieurs, Hisoka évidemment. Et puis là, donc, le roi et tous ces cercueils qui sont certainement, forcément, du naine post-mortem, parce que je vois pas l'intérêt sinon de garder... Alors, faut bien les garder quelque part, les corps, je suis d'accord, mais pas dans une machine. Du coup, là, ça a forcément une utilité. Et peut-être que, déjà, Togashi veut présenter le plus de naines post-mortem possible pour dire, attention, c'est un truc qui existe, qui n'est pas systématique, un peu comme les malédictions et tout ça. Il y avait ça aussi, ceux qui se donnent la mort pour maudire des gens. Ça existe, il y a des règles, et c'est pas n'importe qui peut, quand il meurt, avoir recours à ce naine post-mortem là. C'est dans des situations, dans des critères particuliers qui fait que ça fonctionne. Et du coup, ce que disaient les théories, c'était que dans la logique, vu que les naines post-mortem sont de plus en plus importants, et qu'on a eu par exemple le grand choc de Hisoka, et puis ensuite de Kamiya qui peut ressusciter, on aurait toute cette guerre de succession qui serait autour de ça, et donc en fait ce serait pas simplement des gens qui ressuscitent, mais ce serait un pouvoir avec des règles et une utilité scénaristique qui serait à mon sens plus intéressante, et qui pourrait même peut-être être la finalité de cet arc. Je sais pas comment expliquer ça, mais que le naine post-mortem ait une incidence à la fin de l'arc. Bon, je sais pas comment ni pourquoi, mais en gros, c'est une idée de certaines personnes que le naine post-mortem ait une importance capitale pour la fin. Et puis effectivement, on voit de plus en plus de personnages qui ont de ce type de naine-là, et c'est super intéressant. Et du coup, voilà, on peut pas dire grand-chose de plus sur ce personnage du roi, parce que, comme je dis, pour le moment, il fait pas grand-chose. Il a des demi-frères, donc ceux qui sont chefs des familles mafieuses. Bon, je vois pas... Après, ça aura peut-être une importance, je sais pas, mais je vois pas vraiment. Et il a quand même son autre fille, donc Morena, une fille légitime certes, mais qui reste sa fille, donc elle peut quand même encore avoir des conversations entre Nasubi et Morena plus tard, qui seraient intéressantes. Essayer qu'ils essayent de se comprendre, ou qu'il y a un truc qui joue peut-être le rôle de père pour elle, parce que a priori ça n'a jamais été le cas, ou qu'au contraire il la dédaigne, et que ça soit encore pire, que Morena elle peut être encore plus un câble, je sais pas. Donc on peut toujours avoir là, mais dans l'immédiat, je pense pas qu'on ait beaucoup à voir sur Nasubi. Peut-être si potentiellement si des princes spécifiques meurent, on aura peut-être sa réaction, dire oh, je pensais pas qu'il allait mourir aussi vite, ou un truc comme ça. Mais sinon, pas grand-chose de plus. Voilà, et donc au niveau des reines, c'est encore plus compliqué. Bon, on a Oito que j'aborderai plus tard, hein, parce que voilà, avec le 14e prince, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire entre Kurapika, Oito et tout ça. On a la première reine, Unma, qui n'a pas encore apparu. Alors, c'est pas la seule. Qui est-ce qui est pas apparu? On a eu leurs images. Hein. En gros, c'est la plus âgée des reines. Elle a pas l'air de faire grand-chose. C'est la mère de Benjamin et Tserinich.
Elle pourrait, je pense même pas qu'elle pourrait être otage ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils en ont rien à foutre, Benjamin et Tserinich, de leur mère. Elle a des espions chez toutes les autres reines. Enfin, en tout cas, chez les princes affiliés aux autres reines. Bon, bref. Du coup, je pense qu'elle a quand même, même si théoriquement, il n'y a pas de rang chez les reines, si je me trompe pas, mais elle est quand même la première et donc forcément elle a quand même du poids politique ou voilà. Normalement elle avait vraiment beaucoup d'espions, genre 9 ou un truc comme ça. Si je vois bien, ouais, dans mes fiches ce serait écrit 9 espions. Bon, il y en a qui sont de toute façon déjà morts. Sinon, oui, bah oui, puisque Benjamin, il n'y en a pas, Tserinich, il n'y en a pas, etc. Bon, bref. Douazoul, qu'on a déjà vu, Douazoul, la deuxième reine, elle n'a pas beaucoup aussi d'impact puisqu'elle est avec Camilla. On la voit une fois avec Camilla en train de discuter vite fait, et puis elle dit moi je veux rien avoir à faire avec votre guerre de succession, c'est à vous de vous débrouiller, etc. Elle a aussi des espions ou en tout cas des gardes qui sont chez d'autres princes, mais bah, deuxième reine, ça reste quand même assez haut placé, donc peut-être que potentiellement elle a quelque chose encore à faire dans cette histoire. Et pour le moment, quand Camilla a dit qu'elle voulait tuer, je crois que c'était Arkenberg ou un truc comme ça, elle dit, en plus c'est son fils Arkenberg, elle dit ouais, m'en fous, fais comme tu veux. Discute un petit peu, à un moment donné avec Camilla, ça discutait du fait qu'elle voulait, enfin c'est tout con, mais que Camilla voulait se faire envoyer une robe. Elle voulait la dernière collection de la robe, et moi je comprenais pas parce que je disais mais c'est on est dans un bateau, comment elle veut avoir les dernières collections. En fait on apprend un peu plus tard qu'il y a ce système de drones qui leur apporte des choses dans le bateau, et donc je suppose que Camilla a pu récupérer des vêtements depuis ce système de drone, qui aura forcément son importance par la suite. Parce que on nous en a parlé beaucoup avec j'ai plus son nom, il faudrait que je vérifie c'est quoi son nom, de la famille Shah, Sudonke, voilà, qui veut les autographes des membres de l'araignée, et donc il veut un papier spécial qui ne serait apporté que par ce système de drone là. Bon, si Togashin s'est amusé, ça c'est un peu comme toujours, s'il s'est amusé à nous parler de ça, c'est qu'il va y avoir une dinguerie avec ce truc-là, ou en tout cas que ça va être utile. Mais cette histoire, c'est que de toute façon, au bout d'un certain nombre de jours, ils peuvent plus apporter rien. Donc il y aura peut-être un truc dans les prochains jours avec ce système de drone. Je sais pas ce que ça peut être, apporter une arme, apporter un truc qui serait important pour la guerre de succession, ou un truc comme ça. Bon, ça c'était en aparté. Ensuite on a Toshurai, qui est la mère de Shorai, celui qui est écrit dans les versions anglaises d'anglais, là. C'est Shorai. Donc Toshurai, on l'a vu aussi vite fait. Voilà, ça a l'air d'être une petite dame un petit peu dans le même genre que Shorai, le troisième prince. Bon, rien de spécial. Je pense pas que Shorai ait vraiment besoin de sa mère actuellement. Pas spécialement intéressant, un peu comme Katrono, la mère de Tyson. Rien de spécial, on a vu sa tête sur un encadré, mais c'est tout. Swinko, la mère de Sare Sare, là je suppose qu'elle va être mise de côté puisqu'on l'avait vu engueuler son fils, et puis son fils est mort, donc soit elle est sûrement en deuil, et puis elle va être mise de côté. Alors, peut-être que tu peux toujours avoir des représailles que Swinko utilise, je sais pas, un de ses gardes pour faire un truc. Je crois qu'il y avait un garde de Swinko qui serait chez un autre, je sais plus lequel c'était, qui pourrait potentiellement avoir le naine, parce que donc il y avait celui qui avait tué Momodze, qui faisait, je crois, partie de la garde de Swinko. C'est Tufdi, et Tufdi il avait tué donc Momodze avec son naine, et
capitaine. Le capitaine des gardes de Swinko s'appelle Mushao et il fait partie des personnes qui prennent part à la classe de naines de Kurapika. Bon, suivant où ce qu'on en est, je sais pas, on sait pas encore exactement qui est l'utilisateur de Silent Majority. À un moment donné, il a été question que ce soit lui. Enfin, en tout cas, dans pas mal de théories. Maintenant, je suis pas certain, mais c'est vrai que si il y avait le naine, le fait que son capitaine n'en ait pas, c'est un peu surprenant, même si c'est un peu ça a l'air d'être un peu le cas avec Longli et puis son capitaine Mahor là du 5e prince. Voilà. En tout cas, Swinko elle-même n'aura pas une grande influence, sauf si elle décide que Mushao, s'il obtient le naine, qu'il aille se venger, je sais pas, sur quelqu'un. On a dit va tuer je sais pas, un des gardes par exemple, le garde qui aurait le garde du premier prince, Usho'i, qui aurait tué son fils. Peut-être qu'elle pourrait envoyer Shao tuer Usho'i, par exemple. Seiko, la 6e prince, la mère de Kacho et Fugetsu, on l'a vu un petit peu. Elle a l'air d'être plutôt innocente, etc. C'est rien de spécial. On sait qu'elle avait été quand même mise sous garde, que c'était l'un des mecs du bureau judiciaire, hein, Kaiser, celui qui est... c'est bien lui, Kaiser, qui pourrait, d'après Senritsu, être manipulé par le naine. Donc, bon, peut-être que le fait qu'il était à côté de la reine Seiko, soit c'est elle qui le manipule, soit c'est lui qui aurait pu avoir une influence néfaste sur Seiko, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, pour le moment, pas beaucoup d'infos, mais comme Kacho est déjà décédé. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que Kacho, que Seiko soit au courant que Kacho soit morte. Parce que dans le dernier chapitre, là, le 400, elle quand même, elle réfléchit, elle dit c'est chiant que Kacho soit morte aussitôt. Elle avait l'air de pas trop l'aimer, mais que Kacho faisait un peu le bouclier pour Fugetsu. Et quand même, hein, elle dit quand même, en relisant, elle dit quand même qu'elle veut manipuler Fugetsu et qu'elle est trop faible, etc. Donc c'est pour ça qu'elle veut laisser Fugetsu en sécurité au bureau judiciaire, donc c'est au 3e niveau, etc. Mais évidemment, elle a l'air d'être au courant que Kacho est morte. C'est pas trop comment, parce que Kacho apparaît quand même sous forme de fantôme, fantôme de naine. Et apparemment, un peu avant, dans je sais plus quel chapitre, il y avait Shorai qui était aussi au courant que Kacho était morte. En tout cas, il disait j'ai déjà perdu 2 de mes frères et sœurs, donc je sais pas exactement. Est-ce qu'il y a un truc qui se déclenche? Est-ce que le fait que justement récupérer son corps, ça a été su au moment où ils ont, en gros, le corps est resté dans le bateau de sauvetage, donc ils ont peut-être récupéré le bateau de sauvetage, récupéré le corps pour le placer dans le cercueil. Enfin, que Masubi ait fait ça, ce serait pas étonnant. Ensuite, il y a la mère de Momodze et Marayam Semanchi qui, elle, c'est encore difficile. Apparemment, elle en avait rien à faire de Momodze, donc elle a foutu la plupart des gardes chez Marayam, et bon, forcément Momodze s'est fait tuer. Il y avait quasiment plus que des espions, quoi, chez Momodze, et puis Marayam, du coup là il est surprotégé, mais ça reste un gamin je sais pas quel âge il peut avoir, mais 5-6 ans peut-être, un truc comme ça, 5 ans. Donc même s'il est très protégé, qu'il a une bête de naine qui lui permet d'être protégé, ce serait pas étonnant qu'à un moment donné quelqu'un trouve le moyen, il faut déjà avoir suffisamment d'infos, mais trouve des moyens pour pouvoir passer la barrière de naine
On en reparlera à ce moment-là. Voilà, et puis donc, à part Oito, voilà, Oito, pour le moment, elle s'entraîne au naine. Voilà, donc on en reparlera au moment où j'aborderai Wobble.